Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mes co-présentateurs Laura Fortes. Bonsoir Laura. Bonsoir Ali. Thierno Souleymane Diopnian. Bonsoir Thierno. Bonsoir Ali. Tout à l'heure, en seconde partie, nous recevrons Madame Koumba Sakel Ndiaye qui viendra nous parler du festival du Carnaval d'Imami, dont c'est la 3e édition. Nous recevrons également la chanteuse Savannah Soul qui viendra nous présenter son single intitulé Illusion. Mais tout de suite, nous allons recevoir un titulaire d'un doctorat en histoire. Il est maître de conférence à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est libraire et imprimeur et également le fondateur des éditions L'Harmattan Sénégal qui fête ses 14 ans. Nous avons le plaisir de recevoir le professeur Abdoulaye Diallo. Bonsoir, professeur. Bonsoir Aléoud. Bonsoir Laura. Bonsoir Thierno. Bonsoir, professeur. Nous allons recevoir également un professeur titulaire de chirurgie générale à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce passionné de littérature vient de publier aux éditions Baudelaire son premier roman intitulé Le linceul du désir. Nous accueillons le professeur Mamadou Seck. Bonsoir. Bonsoir, professeur Diallo et professeur Seck. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, professeur Abdoulaye Diallo. Comme je dis, vous êtes le fondateur et le directeur de l'Harmattan Sénégal. Vous êtes un partenaire de cette émission, vous êtes un habitué de notre plateau. Vous venez nous parler un peu des activités pour cette nouvelle année. Je pense que vous avez beaucoup de nouvelles choses à nous dire par rapport surtout au manuel scolaire que vous commencez à éditer actuellement. Bonsoir Aléoud, bonsoir aux téléspectateurs de la RTS, bonsoir mademoiselle et monsieur les chroniqueurs. Madame. Bonsoir, cher professeur Seck. Écoutez, Aléoud, c'est toujours un plaisir, hein, comme tu le sais, hein, je me permets de te tutoyer, d'être à ce plateau que je considère comme étant ma maison. Et effectivement, voilà 14 ans maintenant que l'Harmattan Sénégal file son petit bonhomme de chemin. Et très belle aventure, si je peux dire, qui a commencé au point E et qui maintenant continue à se déployer, à se développer au niveau de la VDN. Nous avons beaucoup travaillé avec la littérature scientifique, qui constitue quand même presque plus de 85% de notre catalogue. Quand je parle de littérature scientifique, je parle de la publication d'ouvrages à caractère scientifique, que ce soit des thèses transformées en livres ou bien en tout cas des essais. Absolument. Publiés par les enseignants du supérieur et de grands intellectuels. Et nous faisons un tout petit peu de littérature, même si les romanciers ont du mal à accepter m'entendre dire cela. Mais c'est vrai, on a le même problème parce qu'on nous dit toujours votre émission c'est une émission de littérature. Je dis, mais nous ne sommes pas une émission de littérature parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres, mais en général c'est des essais. Comme vous dites, c'est des essais sur politique, économique, scientifique. Il y a beaucoup de choses, mais les gens retiennent toujours littérature. Oui, là en fait c'est une conception que les gens ont une conception assez limitée, dirais-je, de ce que les gens ont avec le livre qu'ils segmentent soit en manuel ou en roman. Alors que dans le domaine de la publication, de manière générale, sur les catalogues de tous les éditeurs, la littérature, à moins que ce soit vraiment des éditeurs spécialisés littérature, c'est vraiment voilà, un pourcentage moindre par rapport au catalogue général. Moi, par exemple, si on regarde au niveau de l'Harmattan Sénégal, dans notre catalogue, nous avons mine de rien quand même tout ce que le Sénégal compte d'intellectuels. À commencer par Amadou Mahtar Mbow, en passant par les professeurs Amédée Ali Dieng, professeur Boubacar Ly, au niveau de la faculté de droit, où je pense quand même que c'est l'une de nos plus belles réussites au niveau de l'Harmattan Sénégal, parce que aujourd'hui, on a réussi
a relevé le défi de faire en sorte que les manuels avec lesquels les étudiants utilisent au niveau des facultés de droit au Sénégal, je ne vais pas dire tous les manuels, mais l'écrasante majorité des manuels sont des manuels qui sont édités par nous, Harmattan Sénégal, pour la plupart, en association parfois avec le Crédit-là, mais des manuels qui sont écrits par les enseignants qu'ils ont en face d'eux. Et avant cela, quand même, on était obligé de travailler avec des manuels qui étaient importés, et surtout de l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. Et nous avons continué en ce sens pendant plusieurs années. Et les gens nous ont fait la remarque, mais pourquoi vous n'évoluez pas au niveau des manuels scolaires? Écoutez, je leur dis quand même que pour faire dans l'édition scolaire, il faut certes des capacités sur le plan technique, des capacités sur le plan financier, oui, que nous avons pour pouvoir faire ce travail. Mais il y a un certain nombre de choses qui se passent dans le milieu de l'édition scolaire qui faisaient que nous hésitions à sauter le pas. Des choses comme quoi, par exemple? Écoutez, je pense que le fait, au niveau des appels d'offres, par exemple, pour tout ce qui touche les manuels scolaires, les éditeurs sénégalais compétissent sur un pied d'égalité avec tous les éditeurs occidentaux. Aujourd'hui, la plupart des manuels, en tout cas jusqu'à quelques années récentes, qui sont étudiés et enseignés dans nos classes et dans nos écoles, étaient des manuels qui étaient faits par les étrangers. Et on a eu, par exemple, de grands éditeurs occidentaux qui viennent compétir avec les maisons d'édition sur les manuels qui sont enseignés au Sénégal. Et les appels d'offres se passent de sorte qu'il faut il faut pouvoir jouer des coudes pour comme pouvoir s'imposer. Comme dans tous les appels d'offres. Oui, mais sauf que j'ai pas beaucoup d'argent, on va dire, à payer à des avocats, c'est pourquoi je ne veux pas pousser un peu plus loin. Mais je pense quand même, comme on dit en Wolof, voilà, de sorte que nous avons fait le choix de commencer par ce que nous appelons le parascolaire, c'est-à-dire éditer des ouvrages dont les enfants et les enseignants peuvent avoir besoin et qui vont intégrer les classes sans pour autant, pour le moment en tout cas, passer par les appels d'offres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que votre manuel est le meilleur sur le plan du fond et parfois même sur le plan de la forme qu'au sortir des délibérations que votre manuel sera sélectionné. Allez comprendre pourquoi. Vous faites de la victimisation là. Ah non, non, pour qui me connaît à Lyon, c'est que je ne suis absolument pas du tout dans la victimisation. Les gens nous ont poussés à participer à ces appels d'offres. Au dernier appel d'offres qui a été lancé par le ministère de l'Éducation nationale, on a compéti. On est parti, on a constitué le dossier, on a soumis entre autres en philosophie ce manuel que vous avez là. C'est un manuel qui est fait par le professeur Jean-Pierre Faye. Jean-Pierre Faye, pour vous le présenter, c'est un formateur des formateurs. L'écrasante majorité des enseignants en philosophie dans ce pays sont passés entre ses mains. Il nous fait un manuel de philosophie qu'on soumet avec un prix entre 7 et 8 000 francs. Au niveau du dépouillement, il y avait un de nos concurrents qui avait soumis un autre manuel qui, tenez-vous bien, était facturé à plus de 22 000 francs. Et au sorti des dépouillements, je ne sais comment est-ce que les gens se sont débrouillés pour que le marché soit attribué à celui qui propose un manuel à 22 000 francs. Voilà pourquoi, moi personnellement, Abdoulaye Diallo, directeur de l'Harmattan Sénégal, j'hésite. Alors maintenant, c'est un manuel que nous avons proposé et pourtant qui est en train d'intégrer dans les classes. Pourquoi? Parce que jusque-là, à part le manuel que le professeur Ramatoulaye Diagne avait fait en son temps, un manuel de philosophie qui intègre l'essentiel du programme sénégalais, c'est le manuel du professeur Jean-Pierre Faye. Maintenant, il y a d'autres qui sont en train de faire. Nous avons eu, par exemple, au niveau de notre catalogue,
les professeurs Al-Fassi, les professeurs Alassane Kitane, qui certains ont fait des manuels en méthodologie, d'autres ont fait un premier pas dans la philosophie, mais un manuel complet qui intègre les textes dans le programme et qui tient compte du curriculum du ministère de l'Éducation nationale sénégalais, depuis le manuel du professeur Ramatoulaye Diagne. Mbeng, actuelle rectrice de l'Université de Thiès, c'est ce manuel du professeur Jean-Pierre Faye, qui malheureusement n'a pas encore été retenu, en tout cas dans le programme de l'Éducation nationale. En dehors des manuels, on voit que on se plaint souvent que les jeunes ne lisent plus. On ne sait pas, je ne sais pas si c'est une réalité ou si c'est juste une impression. Vous qui êtes libraire, vous êtes à la fois libraire et éditeur, qu'est-ce que vous en pensez à cette époque où vraiment on est dans le, je sais pas, dans la simplicité, je sais pas, on préfère la pensée simpliste à la pensée complexe, on préfère l'instantanéité à tout ce qui est prendre le temps de lire ou ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que ça a un effet sur vous, sur vos ventes? Comment ça se passe? Écoutez, cette affirmation que les gens ne lisent plus ou lisent de moins en moins me laisse un peu perplexe, dans la mesure où tous ceux qui le disent ne le fondent pas sur une statistique assez claire. C'est pour ça que je vous demande. De sorte que c'est assez compliqué de dire que les gens ne lisent plus. Maintenant, on est toujours assez nostalgique et toujours prompt à déclarer que le passé était toujours meilleur que le présent. Ça, c'est une vue de l'esprit que nous avons. Ça va faire plaisir à Thierno. Écoutez, je ne sais pas si ça lui fera plaisir ou pas, mais en tout cas, c'est une réalité. C'est un jeuniste. Le marché de la littérature, que ce soit dans notre pays ou en Afrique, que je maîtrise un tout petit peu, doit être compris ainsi. Nous sommes dans une situation assez dualiste, où les gens ont un rapport assez particulier avec le livre. On a un rapport soit pédagogique avec le livre, je parle sous le contrôle de mon collègue, le professeur Seck, où les étudiants sont obligés d'acheter le manuel pour pouvoir réussir à leur évaluation en fin d'année. Ou bien nos collègues universitaires sont obligés d'acheter le livre parce qu'ils ont des articles à publier, ils ont des notes de lecture à faire parce qu'il faut les référencer. C'est un livre qui vient de paraître, il faut qu'ils le lisent. L'autre versant que nous avons, c'est le rapport affectif que les gens ont avec le livre. Je vais acheter le livre de M. Seck. Les ouvrages aussi au lycée, par exemple, les ouvrages à lire, parce qu'on sait que l'un des ouvrages peut-être les plus vendus au Sénégal, c'est Une si longue lettre de Mariama Ba, parce que c'est un ouvrage qu'on enseigne à... Ça entre dans ce que nous appelons le rapport pédagogique que les gens ont avec le livre. Maintenant, le rapport affectif que les gens ont avec le livre, c'est que je connais le professeur Mamoudou Seck qui vient de sortir un roman, je vais l'acheter. En général, on l'achète. Non. Et on ne lit pas. Non seulement on va l'acheter pour lui faire plaisir, d'une part, où on se dit que si je ne l'achète pas, peut-être qu'il va croire que... Oui. Voilà. Et là, du coup, au lieu d'avoir le réflexe d'aller en librairie, je viens chercher le livre du professeur Mamoudou Seck, c'est lui qu'on va appeler. Monsieur Seck, un livre, un exemplaire. Et M. Seck, qui, s'il n'en a pas vers lui, en plus. Écoute, est obligé d'avoir toujours un lot de livres dans sa voiture ou dans son sac pour pouvoir répondre à ses besoins impromptus. Alors que... Et en général, il les offre. Dans la plupart du temps. Alors que le réflexe du bon lecteur, c'est, voilà, un samedi après-midi, un samedi matin, je prends les enfants, je me promène, on va aller en librairie voir est-ce qu'il y a des nouveautés. Il y en a encore quelques-uns. Il y a encore quelques-uns des gens qui ont cette passion de la littérature, qui simplement sont habitués de lire depuis leur jeune âge et continuent à perpétuer cette habitude et puis à essayer de la passer à leur progéniture. Absolument. Je sais pas, Laura n'a pas encore publié d'ouvrage. Laura Fortes. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci pour la présentation. Effectivement, je trouve que c'est intéressant que vous vous penchiez en fait sur la question des manuels scolaires, parce que je pense que c'est une question qui est très importante. Et j'avais une première question peut-être par rapport au fait que justement vous soyez dans ce milieu-là de l'édition,
que ce soit la 14e année d'existence de l'Harmattan Sénégal. Je voulais savoir un petit peu comment est-ce que, en tant que maison d'édition, vous percevez justement la concurrence. Vous avez parlé déjà des appels d'offres et autres au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et aussi, par rapport à ce qu'Alioune vous demandait sur les jeunes, je voulais savoir, est-ce que vous, justement, vous faisiez des statistiques pour essayer un petit peu aussi d'adapter, en fait, peut-être votre offre à la clientèle? Écoutez, la concurrence, il faut de la concurrence pour qu'une entreprise et une activité puissent exister. Il ne faut pas être dans une sorte de... T'as dit, s'il n'y a pas de concurrence, on a l'habitude d'être assis dans nos certitudes, de ne pas être bousculé, de se dire qu'on est là, on est les meilleurs, on ne bouge pas. Et pour pouvoir être les meilleurs, pour pouvoir toujours exister, cette concurrence doit être là. Pourquoi? Parce que sans concurrence, on ne cherche pas du tout à nous améliorer, à aller de l'avant. Et aujourd'hui, vous me tendez la perche pour pouvoir expliquer pourquoi l'Harmattan Sénégal continue, je ne sais pas si nous sommes les meilleurs ou en tout cas ou pas, mais en tout cas continuons à exister. C'est que nous venons de lancer dans le courant du mois de janvier un site en ligne. En plus du site internet que nous venons de lancer carrément un site en ligne pour pouvoir nous adapter à l'ère du commerce numérique. Le site senharmattan.com référence tous les titres, tout le catalogue de l'Harmattan Sénégal et tout le catalogue des éditeurs, de nos éditeurs partenaires avec qui la librairie de l'Harmattan Sénégal travaille. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un livre, quel qu'il soit. Vous pouvez l'acheter en ligne. Vous l'achetez en ligne, vous le commandez, soit vous passez pour venir le récupérer en librairie, ou sinon un livreur vous l'amène chez vous. Le site senharmattan.com est disponible. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Pour montrer à la concurrence quand même que nous sommes toujours là, nous venons de lancer une application. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez dans Google Play, vous recherchez l'appli Harmattan Sénégal, vous avez une application, cette application est déclinée en site numérique. De sorte que vous avez votre téléphone, vous n'avez pas votre ordinateur. Voilà, les enfants aujourd'hui, tiens, j'ai besoin d'acheter un livre, je clique sur l'application de l'Harmattan Sénégal, je fais ma recherche, le livre est disponible, le prix est indiqué, comment faire pour l'avoir. Si vous voulez passer en librairie, le précommander, venir le récupérer, ou vous le commandez, on vous l'amène chez vous. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que pour continuer à intéresser les gens, il ne faut pas rester dans la librairie, il faut amener le livre vers les gens. Et dans la même dynamique aussi, nous avons lancé aussi une équipe de commerciaux de terrain, parce qu'il est vrai que nous avons eu cette librairie, nous avions installé à l'époque une librairie à Saint-Louis, nous avons tenté avec une librairie aux Almadies, mais cela ne nous a pas empêché de nous rendre compte que pour pouvoir exister toujours, il faut amener le livre vers les gens, faire en sorte, comme le dit notre slogan, que le livre revienne dans le quotidien des Sénégalais. Et du coup, nous avons une équipe de commerciaux qui font la ronde des écoles pour aller proposer nos manuels, pour aller proposer nos livres, toujours parés des couleurs de l'Harmattan Sénégal. Oui, nous sommes conscients que la concurrence est là, mais nous essayons de faire tant bien que mal pour pouvoir garder notre position ou en tout cas aller de l'avant, parce que qui n'avance pas recule. La stagnation n'est pas, en tout cas, du milieu des affaires. Merci. Et du coup, concernant les statistiques, ma question c'était, est-ce que vous en produisez, vous, pour essayer un petit peu de voir où se dirige votre clientèle? Il y a effectivement des statistiques. Aujourd'hui, je peux vous dire, depuis que nous nous sommes installés en 2009, jusqu'au moment où nous parlons, je peux vous dire le nombre de livres que nous avons vendus dans ce pays. Au début, nous faisions avec les moyens du bord, nous n'avions pas, mais nous avions notre petit classeur Excel où chaque livre qui était acheté était enregistré. Aujourd'hui, nous avons réussi à développer quand même des logiciels maison qui nous permettent de savoir, par exemple, dans la semaine, quel est le livre le mieux vendu, dans le mois, quel est le livre le mieux vendu. Mais toujours, en tout cas, l'Harmattan Sénégal, les livres que nous vendons le plus restent les manuels avec lesquels travaillent les étudiants. Ce sont nos manuels, que ce soit en bois, c'est-à-dire les manuels universitaires. Ce sont les livres qui sont les mieux achetés actuellement. Et je ne pense pas qu'actuellement, depuis notre ouverture. Maintenant, avec la littérature également, il faut dire que depuis ces 2-3 dernières années, en tout cas au niveau de la littérature générale, le Sénégal se porte très bien.
avec tous les grands prix que nos auteurs à l'international ont amassés. Par exemple, c'est des livres en littérature qui se sont bien vendus. Le livre de Mohamed Bougar Sarr, par exemple, a été très très bien vendu ici. Elgas est là. Fatimata Badialo, qui est une de nos auteurs, qui a fait 2 magnifiques romans avec nous. Qu'on reçoit toujours avec beaucoup de plaisir. Ah, oui, c'est une grande dame. C'est toujours un délice d'écouter Fatimata parler de littérature. Par exemple, ce sont des textes qui se vendent. Et il y a également la littérature jeunesse, avec les albums. Et c'est là où je pense qu'il y a une niche qui est là. Absolument. Et je fais un clin d'œil à mon ami Souleymane Gueye qui vient de se lancer, qui a attaqué cette niche. Souleymane de la librairie Plume du Monde, qui maintenant travaille pour la concurrence. Je ne vais pas leur faire de la pub quand même, qu'ils ne m'en veuillent pas. Mais je lui disais hier que la littérature jeunesse, et nous, j'ai ma collègue aussi Fatou Si des éditions Nara, qui s'intéresse à la littérature adolescente. Autrement dit, pour pouvoir préparer les lecteurs de demain, les jeunes doivent être initiés dès maintenant à la lecture. Et en cela, nous, éditeurs, y avons notre rôle, les enseignants y ont bien évidemment leur rôle, mais les parents aussi à la maison ont leur rôle. Il faut que les livres soient disponibles dans les maisons. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Thierno. Alors, c'est un immense plaisir de recevoir le docteur Abdoulaye Diallo parce que, bon, eu égard à nos relations, c'est aussi mon éditeur qui m'a permis de publier mes 2 derniers ouvrages. Et donc, je pense que l'Harmattan au Sénégal, on ne le présente plus dans l'espace, je ne dirais pas intellectuel uniquement, mais dans tout ce qui est production, au-delà. L'Harmattan permet à beaucoup d'intellectuels de participer au débat public et de le rehausser. Ça c'est vrai et ça se vérifie. Moi j'ai beaucoup de plaisir à aller à la librairie parce que ça permet de découvrir beaucoup d'intellectuels, de ressources, mais aussi J'aime bien le rayon biographie. On en a déjà reçu, où des personnalités se racontent leur vie et permet à nous autres de trouver une boussole dans cette société-là où parfois on est perdu. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il parlait tout à l'heure de jeunisme. Ils ont une collection mémoire et biographie. Exactement. Et aujourd'hui, le fait que l'Harmattan innove en ayant des logiciels, etc., tout ça, permet de comprendre que c'est important d'affleurer son temps et de ne pas avoir une nostalgie du passé. Ça, c'est important. Il faut parfois comprendre les enjeux de notre époque et s'y coller. Et je pense que c'est une très bonne chose d'aller dans ce sens-là. Donc, moi, je pense... Et surtout, l'autre chose avec laquelle tu as commencé, docteur, je me permets de te tutoyer. C'est-à-dire, au début, tu parlais un peu de cette écrasante majorité de nos... Tu as utilisé le mot, je te paraphrase, de nos manuels qui souvent sont produits par la concurrence extérieure. Et je te rejoins, tu as parfaitement raison. Je pense que le ministre de la Culture était là il y a 2 semaines. Et il faut qu'aujourd'hui qu'on pense la préférence nationale. On veut parler d'émergence. L'Harmattan est une entreprise locale. L'Harmattan a besoin d'être doté de moyens, d'être accompagné pour que nos producteurs, pour que nos intellectuels, pour que nos écrivains qui vivent ici, qui pensent notre société et qui produisent de la richesse intellectuelle soient accompagnés, parce que c'est important. On est dans un monde où on est dans l'économie du savoir. On ne doit pas aujourd'hui nous imposer ce qui est produit ailleurs. Je pense qu'on a dépassé ça. On est dans une époque où on doit se désaliéner. Tout ce qui vient de la France, tout ce qui vient de l'Occident n'est pas forcément bien. Je suis désolé, moi je n'ai plus aucun plaisir de lire de grands classiques occidentaux parce que je me suis rendu compte des années plus tard que ça ne m'a servi à rien finalement. Peut-être que je l'ai lu, mais aujourd'hui, quand on lit de grands textes, quand on lit de grands auteurs... Peut-être pour l'amélioration de la langue, ça t'a permis de parler français. Oui, peut-être, mais je ne parle pas de ça. Je pense que la langue française est une langue africaine. Ça, c'est je ne parle pas de ça, Aliou. Laisse-moi terminer. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est important de donner la chance à nos intellectuels africains, etc. Et que si aujourd'hui on parle de la production littéraire, je pense qu'il faut accompagner aussi nos éditeurs. Le livre n'est juste pas uniquement pas une œuvre artistique, c'est aussi une entreprise derrière en fait. C'est important d'accompagner ceux qui produisent ça. Alors, moi la question que j'aimerais j'ai 2 questions rapidement. Et je te la repose parce que je l'ai posée au ministre de la Culture. Aujourd'hui, en termes de production, en termes d'édition, nous avons la direction du livre aujourd'hui au Sénégal qui un peu met en œuvre la politique du livre. Quel est aujourd'hui ton point de vue en tant qu'éditeur sur
le travail de cette direction du livre-là? Est-ce que cette direction-là décline des mécanismes qui sont à l'ère de notre temps? Écoutez, Thierzo, tu me donnes l'occasion de saluer mon ami, et le professeur Aliou Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Tu connais les relations que j'ai avec lui. Le bras armé du ministère de la Culture qui s'occupe de la politique nationale du livre et de la lecture dans ce pays, c'est la DLL. Et nous, personnellement, à l'Harmattan Sénégal, je serais ingrat de dire que nous n'avons pas du tout bénéficié d'un appui de la direction du livre et de la lecture. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de textes que nous n'aurons pas pu publier, par exemple, s'il n'y avait pas du tout une subvention que le ministère de la Culture mettait à notre disposition pour nous accompagner. Absolument. Mais cela ne veut absolument pas du tout dire que nous sommes de ces éditeurs, puisqu'il y en a malheureusement, il faut le dire, qui n'attendent que ces subventions pour pouvoir exister. Et c'est écrit sur les voilà, ouvrages. Chaque les gens voient beaucoup dans les ouvrages, dans les ouvrages de l'Harmattan. Oui, il y en a, mais ce qu'il faut dire, c'est que, je ne sais pas moi, sur 10 ouvrages que nous sortons, il y a peut-être un qui est accompagné par le ministère de la Culture ou deux. Voilà, pas plus. Nous, on a nos statistiques aussi, il ne faut pas oublier. Non, ça je le dis parce que je sais que le ministre va suivre, mon grand frère. Oui, mais on est dans un débat d'idées. Non, mais c'est ce que je dis. Cette émission n'appartient pas au ministre de la Culture. Ce que je dis, c'est que tout ce que je dis à la télévision est vérifiable. Absolument. Si je le dis, c'est parce que je sais que les gens nous regardent. Absolument. Maintenant, le travail qu'ils sont en train de faire est un travail qu'il faut saluer. En tout cas, moi, je ne suis pas de ceux qui disent que... Qui crachent dans la soupe. Voilà, qui crachent dans la soupe. Maintenant, dans tout travail est perfectible. Les moyens, par exemple, dont dispose cette direction du livre et de la lecture, en mon sens, et nous le demandons, doivent être augmentés. Il y a un budget, je crois, une ligne budgétaire de 500 millions qui est inscrite par an pour l'ensemble des éditeurs et pour l'ensemble des claques, pour l'ensemble de tout ce qui touche au livre dans ce pays. Maintenant, je pense que quand même, là où nos amis qui sont dans d'autres domaines de la culture bénéficient entre 1 milliard et 2 milliards, je pense quand même que le président de la République et le gouvernement doivent aller dans le sens de passer cette dotation du ministère de la direction du livre et de la lecture à 2 milliards, à défaut au moins 1 milliard. Maintenant, avec cet argent, partager avec les éditeurs qui vont y mettre aussi. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une subvention. Une subvention est une aide. Et pour pouvoir avoir une entreprise qui soit performante, qui puisse exister, il ne faut pas simplement compter sur les subventions de l'État. Maintenant, le ministère de la Culture participe à l'organisation d'un certain nombre d'activités qui accompagnent les éditeurs, l'animation des claques au niveau de l'intérieur, sur l'ensemble du territoire quand même. Si je ne me trompe, il y a entre 14 et 17 claques, dont le dernier qui a été inauguré est le claque de Mbumba dans le nord du Sénégal, où les jeunes Sénégalais, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, ont la possibilité de lire des livres qui sont produits. Maintenant, tout travail étant perfectible, la direction du livre et de la lecture gagnerait bien évidemment à continuer à le faire, à faire appel bien évidemment, ils le font, à des gens qui peuvent continuer à pousser ce travail. Absolument. Voilà. Je ne sais pas si tu auras le temps de poser ta... Non, je ne pose pas. Je fais un petit commentaire par rapport à ça. C'est moins l'argent qui est important. Je pense qu'on a pour moi, avec la direction du livre. Je parle surtout de mettre en place des mécanismes pour comprendre un peu, d'avoir une politique du livre. Une politique du livre qui va aller au-delà du territoire sénégalais, de l'Afrique, etc. Je ne parle pas forcément de donner de l'argent à des auteurs. Je ne pense pas que les auteurs... Ils sortent des livres d'abord pour gagner de l'argent. Je ne pense pas. Je pense qu'ils sortent d'abord des œuvres parce que c'est important d'écrire où ils veulent partager. Mais c'est plutôt la stratégie qu'il faut revoir. Et ça déborde le ministère de la Culture parce que pour moi, le livre doit continuer à exister au Sénégal. Et en ce sens, Thierry, je pense que le ministère est en train de faire. Je ne suis pas là pour défendre le ministère. Je pense que mon ami à l'une, quand il est passé, il s'est bien défendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le rôle de l'État, c'est de créer un canevas. Exactement. Et c'est là également
pour moi l'occasion d'interpeller mes autres collègues qui évoluent dans ce domaine. Nous, éditeurs également, devrions à ce stade avoir un syndicat de l'édition nationale qui soit fort, parce que quelle que soit la capacité aujourd'hui et l'attrait qu'un salon comme le Salon du Livre de Paris a, il est organisé par les acteurs du livre. Là, à ce sens, on est en train de nous battre, de croiser le fer avec nos partenaires de la direction du livre pour faire en sorte que l'organisation des salons du livre soit confiée aux acteurs. Mais en cela, encore faut-il que nous, acteurs du livre, que nous soyons éditeurs, que nous soyons libraires, que nous soyons imprimeurs, puissions nous retrouver pour essayer de mettre en place et de porter cette politique. Parce que ce sont des entreprises privées qui doivent faire en sorte que leur outil de travail puisse performer. Et la stratégie, la politique culturelle, elles doivent être faites de concert avec les acteurs du livre et de la lecture. Si on doit le laisser entre les mains du ministère, entre les mains de la direction du livre et de la lecture, je ne pense pas que le travail puisse être ce que, en tout cas, nous espérons, même s'ils sont en train de faire le peu qu'ils peuvent. Un mot du professeur Seck, vous n'avez pas publié votre ouvrage aux éditions L'Harmattan, vous êtes fait publier aux éditions Baudelaire. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ce qu'on vient de dire par rapport au livre? Donc, merci M. Ndiaye pour cette invitation. Je remercie aussi vos chroniqueurs. Et c'est avec un réel plaisir que je partage ce plateau avec mon collègue, le professeur Diallo de l'université. Je m'attendais à cette question de l'Harmattan Sénégal. Il fait tout le temps ça. Oui, bon, l'Harmattan Sénégal, c'est notre principale maison d'édition. Effectivement, je crois que j'avais même soumis le manuscrit à cette maison. Je l'avais aussi soumis aux éditions Baudelaire. Et peut-être que... Ils ont été plus réactifs. Ils ont été plus réactifs et je crois que je répondais vraiment à leur ligne éditoriale. C'est probablement pour ça que je l'ai choisi. Mais je sais que l'Harmattan Sénégal joue un rôle important. Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont publié dans cette maison et qui ont eu des prix. Donc je crois que leur travail est à saluer. Et je suis sûr qu'ils vont étendre leur tentacules un peu partout en Afrique, ça je n'en ai aucun doute. Voilà. Comme vous avez la parole, vous allez la garder. Nous allons passer à votre ouvrage, qui est un roman que vous venez de publier. J'ai dit que c'était votre premier roman, c'est le cas, non? Exact. Qui s'appelle Le linceul du désir. Un roman, je rappelle, vous êtes professeur titulaire de chirurgie générale et là vous êtes vraiment pas dans votre domaine, là vous êtes dans la littérature. D'accord. Quoique... Il est dans son domaine. Ah, c'est quoi son domaine? Son domaine, c'est le savoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les plus grands auteurs en littérature sont des scientifiques et beaucoup d'entre eux sont des médecins. Mais tu sais bien que je sais ça. Non, mais quand je parle du domaine, la dernière fois, on a reçu un professeur de cardiologie qui avait écrit ses mémoires et qui a beaucoup parlé de cardiologie. Je veux dire que là, il n'est pas il n'écrit pas en manuel. Il dans sa discipline, quoi. Exact, c'est ce que je veux dire. Il m'a bien compris, mais bon. Je sais bien que les scientifiques écrivent le même. Moi, tout le monde pense que je suis littéraire alors que je suis scientifique à la base. Mais pourquoi créer un carcan entre littéraire et scientifique? Il faut juste un esprit critique. Oui, ça, ce sont les littéraires qui parlent comme ça. et fier, hein? Mais sauf que j'ai appris à être scientifique avec le droit plus tard et la science politique. Je te laisse continuer. Donc, vous nous amenez un roman qui nous parle des aventures de Maudit. Très intéressant de Maudit. Et Maudit, lui, son problème, je pense qu'il souffre un peu de ce que je ne sais pas, ce que j'appellerais, peut-être que vous, les médecins, vous appellerez de l'hyperactivité sexuelle. Je pense que lui, c'est un hyperactif sexuel et que toute sa vie, il a essayé de lutter contre ses démons, si on peut appeler ça comme ça. Vous avez vraiment axé votre ouvrage sur ça, sur ce problème du désir qu'on combat, sur ce problème un peu de la religion, un peu en filigrane aussi, parce que son véritable problème, c'est un peu ça, les tabous, les transgressions. Pourquoi vous avez voulu aborder ça un peu de cette manière-là? Voilà, bon, c'est exact. Bon, je vous rejoins par rapport à ce que vous avez dit sur la littérature. Je crois que la littérature, c'est le domaine le plus libre, le plus démocratique qui peut rassembler tout le monde. C'est vrai. Bon, ce livre, en fait, c'est
il retrace le parcours d'un jeune garçon qui entrevoyait le destin comme un idéal de réussite socio-spirituelle. Mais il a été contraint par la vie qui l'a obligé à emprunter en fait un chemin plus difficile. Un chemin qui en fait le force à traverser un monde de fantasmes et d'érotisme. Un monde qui, dangereusement, ramait à contre-courant de son désir le plus ardent d'être envahi par un excès de lumière, qui est en quelque sorte le nec plus ultra du legs socio-culturel de ses ancêtres et qu'il avait hérité de son père. Donc il avait donc le devoir d'emboîter le pas à son père dans la longue lignée de la transmission de leurs valeurs religieuses et traditionnelles. Et ce sacerdoce reposait essentiellement sur deux choses. D'une part, sur la spiritualité et d'autre part, sur la sexualité, même si dans une certaine mesure, on peut considérer la dernière comme partie intégrante de la première. Donc, il se devait donc de se comporter comme un équilibriste qui marcherait avec prudence sur une corde pour ne pas justement tomber dans le gouffre de l'échec. Donc, il devait se battre tous les jours et farouchement contre la vie et contre lui-même pour constamment faire pencher la balance donc, du côté de sa foi et de ses valeurs. Et cela a fini par créer en lui un duel entre deux désirs. Un désir fantaisiste, c'est-à-dire un désir plus ou moins inconscient de volupté, et un désir sacré, celui d'une vie vertueuse vers la félicité, donc vers le salut. Et cette situation a fini par créer en lui une précarité psychique sur le plan de l'équilibre psychique, émotionnel et sexuel. Et pour preuve, dès le début de son histoire, et vous vous en êtes rendu compte, il a vécu une instabilité de son équilibre. Et cette instabilité donc, de l'équilibre qu'il a vécu l'a fortement éprouvé parce qu'il l'a finalement installé dans un tourbillon de délire, mais également de pulsions animales qui l'ont fortement éprouvé. Pourtant, il n'a de cesse de défier le désir, en prenant même le risque d'exposer sa moralité à la concupiscence et ensuite à se refuser toute jouissance prématurée et déplacée malgré son excitation à vouloir céder à la frénésie de ses sens. Et pourtant, sa tradition l'a très bien préparé. Et pour ce faire, la tradition convoque la grande épreuve d'initiation, initiation au cours de laquelle le Ndjouli ou circoncis reçoit son armure imaginaire qui est façonnée par un rappel des fondamentaux sur les coutumes. Et cette armure est censée le protéger, de la luxure, est censée protéger sa conscience d'une quelconque lubie lorsqu'il traverse ce que je pourrais appeler une zone de turbulence, qui est ce vaste champ maléfique que la femme arrive à créer de par son magnétisme et qui peut finir par faire de l'homme une victime coriace. Mais dans l'initiation, comme vous le dites, dans l'initiation, on leur apprend à respecter les femmes. On leur apprend à bien les traiter. Oui. Et c'est surtout ça le problème. C'est pas que ce soit la femme qui soit l'objet en fait, là, je n'accuse pas la femme. C'est que vous ne m'avez pas compris. En fait, c'est pour dire que la femme, elle a une force extraordinaire. Bon, Maudit, si vous voyez, Maudit, en fait, il n'a pas une hyperactivité sexuelle. C'est que Maudit... Vous l'avez décrit comme tel, hein? Non, pourtant, c'est ce que vous avez peut-être compris. C'est ce que j'ai compris. Maudit, celui qui avait une hyperactivité sexuelle, c'est son jumeau. Non, son jumeau, c'est une activité. Voilà. Son jumeau n'a pas tous les scrupules de Maudit. C'est pour ça qu'il a cette hyperactivité. Non, mais je veux dire, c'est vous le médecin. Parce que pour moi, c'était le potentiel, je veux dire. Voilà, en fait, Maudit, il cherchait à freiner, en fait. Exactement, il avait ce potentiel. Donc lui, il était constamment en lutte contre lui-même. Il voulait que ça ne se fasse pas.
Mais en fait, la sexualité, le désir charnel, c'est une force. Et je crois que la religion explique un peu, en fait, sa souffrance. Et que Modi, il y a eu un processus d'assimilation culturelle que Modi n'a pas terminé. Badou n'a même pas été abreuvé à la source parce qu'il a quitté son village natal très tôt. Mais par contre, Modi, c'est quand il a eu son entrée en 6e qu'il est parti donc, dans la capitale. Donc il a eu... Ce processus a démarré, mais ce processus n'est pas terminé. Donc il avait des brides par rapport à sa croyance religieuse, par rapport à ses croyances traditionnelles et tout. Absolument. Donc, lui, il savait que c'était un mal donc, de sortir du cadre. Ça, on va y revenir par rapport à la religion, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on prête à la religion et qui ne fait absolument pas partie de la religion. Mais avant de passer à la parole à Laura, c'était par rapport à son jumeau dont vous venez de parler, son jumeau Badou. Nous avons reçu une dame, une fois, une diplomate, j'ai oublié son nom. L'imposture. L'imposture. Légitime imposture. Légitime imposture, exactement. Très bon roman. Voilà, absolument, absolument. Donc, il y avait un peu cette métaphore un peu de la géminité également. Elle, c'était dans un autre domaine. Mais vous, là, je pense que cette géminité aussi, c'est une métaphore. C'est-à-dire que c'est peut-être voilà, les deux faces d'une même médaille. La personne qui se bat à l'intérieur de lui-même contre ses pulsions et l'autre personne qui dit, qui fait ce qu'elle veut. Et vous, dans votre ouvrage, vous avez fait le choix, je sais pas, de tuer la personne qui était vraiment la personne la plus, qui voulait être la plus vertueuse, et vous avez laissé vivre la personne, celle qui, voilà, qui est la plus libertine, entre guillemets. Donc, voilà, je ne sais pas si, in fine, vous voulez nous dire que il faut se laisser, aller. Quoi. Bon, déjà, la mort, n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'on meurt en premier qu'on est mauvais. En fait, Modi, ceux qui lisent, je discute avec quelques lecteurs, ils voient la fin de Modi comme une fin tragique. Et pourquoi ils ne voient pas la fin de Modi comme une libération? Parce que Modi souffrait. Modi souffrait d'avoir commis l'adultère. Modi souffrait parce que lui, le destin auquel il s'attendait n'arriverait jamais. Et lui-même, il faisait appel à la mort. Il ne faut pas qu'on oublie que Modi faisait appel à la mort pour mettre fin à sa souffrance. Il voulait dissuader ce vague à l'âme qui rendait sa vie très mélancolique. Il ne sentait plus la vie. Parce que pour lui, la vie, ce n'est pas ce qu'il est en train de vivre. Parce qu'une vie où il n'y a que souffrance, il n'y a plus d'espoir, c'est nous qui l'appelons vie, mais ce n'est pas une vie. Badou, il n'a pas les convictions religieuses de son frère jumeau. J'ai fait exprès d'utiliser de vrais jumeaux qui sont génétiquement identiques, mais c'est le phénotype qui nous différencie. Ils ont vécu dans des milieux totalement différents et Badou n'a pas de problème parce que pour lui, Dieu n'existe pas. Alors que pour Modi, c'est l'enfer qui l'attend. Et lui-même, il se disait qu'il ne méritait pas le pardon de son Créateur. Donc lui, il avait une souffrance que seule la mort pouvait... Donc ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une métaphore. Et puis Modi, en fait, si vous voyez vers la fin, Modi, ce n'est pas fini son jugement. Il y a eu le jugement social dans le dernier chapitre. Et pourtant, il y avait un autre jugement qui l'attend. Modi, même quand il rêvait, il voyait le châtiment. Laura. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Félicitations pour votre premier roman. Merci. Même en le lisant et même en vous entendant parler, je trouve que vous avez un vocabulaire assez riche. J'étais en train même tout de suite de me demander est-ce que ça vous dirait de faire de la poésie? Parce que vraiment, quand vous parlez, on dirait qu'on entend quelqu'un qui déclame. Moi, en tout cas, oui, je rejoins un peu Alioune aussi. Et puis, en pensant à votre ouvrage, en fait, je me rends compte qu'effectivement, on touche à de nombreuses notions qu'on peut avoir dans la tête et que beaucoup de personnes peuvent avoir dans la tête, à savoir justement le rapport au spirituel, le rapport au social, comment on fait en fonction des autres, surtout dans ses relations, dans le cas de Modi. Et je me demandais d'ailleurs, est-ce que justement son rapport en fait au sacré et le fait qu'il soit si tiraillé lui venait plus d'un désir venant de lui-même ou par rapport à cette transmission-là qu'il a pu avoir, est-ce que c'est pas plutôt pour vouloir faire comme on lui a enseigné, mais est-ce qu'au fond de lui, c'est ce qui l'anime. Je me pose toujours cette question un peu pour tout le monde, parce qu'en soi, ça pose question. Il y a des choses qu'on nous transmet, il y a des choses dont on est convaincu par nous-mêmes. Donc, c'était un petit peu
les thématiques pour moi qui ressortaient le plus. Et j'ai remarqué justement, comme je parlais de votre vocabulaire et de la potentialité que vous puissiez faire de la poésie, j'ai remarqué aussi que dans votre ouvrage, il y a pas mal de, je dirais, de ce que moi je vois comme des morales. Et je voulais vous demander peut-être dans un premier temps, est-ce que vous avez essayé de mettre justement une ou des morales dans cet ouvrage ou alors pas du tout? Parce que par exemple, je cite certaines que j'ai pu lire, le changement collectif, d'abord individuel, voilà, c'est plutôt des prescriptions. Lorsqu'on décide de résister, ça doit être pour la vie. Ce genre de choses que j'ai pu lire à certaines pages. Et je voulais savoir, voilà, est-ce que votre ouvrage a une ou des morales ou alors pas du tout? Oui, je vais commencer par la dernière question. Il y a eu plusieurs morales, parce que si vous voyez, souvent, je donne tout le temps une leçon de morale après chaque épreuve. Et je prends pour exemple l'épreuve d'initiation, où le Selbembar leur transmettait les valeurs qu'ils avaient en fait acquises des ancêtres. Maintenant, c'est par rapport à la société. C'est que Maudit avait un problème avec lui-même, mais aussi avec son ascendance. Parce que c'était un héritage. Si vous voyez dans la famille, jusqu'à Maudit, il y avait la transmission de valeurs qu'on pouvait résumer en un mot, l'honneur. Et comme son père n'avait plus d'espoir en Badou, il y avait que Maudit était sa bouée de sauvetage en quelque sorte. Et Maudit, c'était une lourde responsabilité pour lui. Il ne voulait pas décevoir ses parents, particulièrement son père. Parce que lorsqu'il a commis l'adultère, vous voyez, son père est entré dans un état, entre guillemets, d'euthanasie. Donc, lui, il voulait partir, parce que sans l'honneur, lui, sa vie n'avait plus de sens. Et Maudit, c'est à cause de ça que Maudit, si vous voyez, à sa rencontre avec Selma, il était à deux doigts de le commettre. Mais pourtant, il est revenu en arrière. Même si, lorsqu'il est retourné chez lui, il était revenu, parce que c'était toujours le désir, mais il a pu échapper. Il a même demandé à son père de rejoindre le Dara, l'école coranique de Tcherno Mamoudou, voilà, pour lui renforcer sa foi. Il l'a fait pourtant. Mais la vie a des surprises. Parce que Fina, comme je l'ai décrit, moi, je ne pourrais pas dessiner Fina. Parce que pour moi, c'est le summum de la beauté. Et c'est cette beauté-là, parce que c'est son amour pour la beauté qu'il a perdu. Vous voyez? Parce que quand il a commis l'acte, il a fui. Il a interrompu les appels téléphoniques avec Fina, mais malheureusement, elle était tombée enceinte. Donc, il se disait même que ce que je cachais, eh bien, va grandir et va devenir évident, et tout le monde va l'apprendre. Et je pense que c'est un fait de société. On voit, par exemple, les avortements, souvent de femmes qui sont loin de leur mari. Et tout ça, c'est la société. C'est le jugement social, en fait, qui fait que Maudit souffrait. Mais si la société avait accepté de lui donner une seconde chance, vous voyez, parce qu'on l'a exilé aussi. Voilà. Donc, il y a la morale, c'est que la principale morale, c'est qu'il ne faut pas se fier à toutes les beautés. Ça, c'est la première chose. Et l'autre morale qu'il faut en tirer, c'est que, en fait, dans la vie, on peut s'attendre à un destin merveilleux, mais, eh bien, on peut ne pas l'atteindre. On peut finir dans l'obscurité. Voilà. Merci. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, votre ouvrage, il est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Il est bien écrit, hein, c'est vrai. Et pour un scientifique, je vous félicite parce que j'ai entendu un jour Amadou Alidjian dire quelque chose d'important. Et moi-même, ça m'a beaucoup aidé. Parce que étant convaincu qu'à l'époque, être littéraire ne vous amenez pas à d'autres horizons. J'ai entendu Amadou Alidjian, l'ami de Abdoulaye Diallo, dire que l'homme est une totalité. Et il faut oser ces passerelles. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à l'économie et à d'autres choses, pour peut-être comprendre les notions de base. Pour dire tout simplement que nous avons tous un potentiel qui, quand il est développé, épanoui, nous permet d'arracher d'autres disciplines et de faire de ces disciplines les nôtres. Et donc moi, je vous encourage à écrire et à nous produire d'autres linceuls. Alors, en arrivant dans ce linceul-là, moi, la première réflexion que je veux décliner, c'est par rapport aux jumeaux, cette gémellité-là. À un certain moment, au tout début de votre ouvrage, quand Maudit
Badou se retrouve au village, il y a une scène où Modi est en train de raconter son séjour, sa vie urbaine. Et en même temps, Badou est décrit comme quelqu'un qui, comme vous l'avez dit, qui est dans un corset de luxure, qui fait qu'il est dans l'obscurité, d'après le narrateur. Et moi, je me suis dit, d'abord sur Modi, est-ce que nous ne devons pas arrêter, parce que nous sommes des urbains, entre guillemets, parce que nous vivons, nous sommes nés ici, en zone urbaine, nous évoluons ici, nous avons plutôt une chance ou une opportunité d'accéder à certaines stations, à certaines situations. Nous pensons que nous devons retourner au village pour leur apporter la lumière, pour leur prêcher la bonne parole, parce que, semble-t-il, tout se passe en ville et qu'au village, ils sont en retard, ils vivent dans le passé. Est-ce que ce n'est pas une prétention que nous devons dépasser? Nous sommes dans un monde ouvert où ce qui se passe en ville se passe en même temps dans toutes les zones du monde. On est dans une culture générationnelle où les jeunes au village, on a eu un TikToker qui de son village, a influencé le monde et a même été invité à Dakar, etc. Bon, malheureusement, il paraît qu'il a une fortune en ce moment. Mais je veux dire, juste pour ça, c'était ma première impression, qu'il faut qu'on dépasse cela. L'autre chose, c'est par rapport à Badou. Est-ce que parce qu'on est en ville, on évolue en ville, on est confronté à beaucoup de situations, ou en tout cas, on est élevé d'une manière libre, sa tante le gâte parce que c'est son enfant, d'après la tradition, elle n'a pas d'enfant, elle a pris l'enfant de son frère, elle évolue. Est-ce que parce qu'elle évolue dans un environnement où il a accès à tout, qu'il ne peut pas avoir accès à la culture? La culture aussi, on peut l'acquérir en ville. Les bonnes manières, on peut l'acquérir en ville. Une bonne éducation, on peut l'acquérir en ville. Est-ce qu'il ne faut pas un équilibre et ne pas verser dans des certitudes? Quand on est en ville, on est dans la luxure. Quand on est au village, on est dans l'obscurité. Quel est votre commentaire? Voilà, pour la réponse à la dernière question, je vous rappelle le passage où le père de Modi disait à la maman adoptive de Badou qu'il n'assisterait pas au mariage entre Badou et une femme de la ville. Il disait que le pire qui pouvait arriver à un homme du village, c'est d'épouser une femme de la ville. En fait, effectivement, il y a un complexe, mais moi je pense que notre source, c'est le village. Quand Modi était parti au village rejoindre ses parents pendant l'une de ses vacances, qu'est-ce que vous avez vu? Il y avait une sorte de régénération de son être. Il respirait de l'air pur. Il y avait de la verdure. Il y avait de la vie. C'est ça qu'on appelle vie, ce qui est au village. En ville, il y a plutôt une destruction de la vie. Quand Modi décrivait la ville, la capitale, il y avait toute la maisonnée qui était là sur la natte pour l'écouter. Donc, il s'attendait à entendre des merveilles. Mais quand il donnait le mauvais comportement des chauffards, on ne peut pas les appeler des chauffeurs, les gens qui jetaient des sachets de la poubelle partout, on écrivait sur les murs. Si vous allez dans le village, en général, vous ne voyez pas ce décor-là. Donc, il s'attendait à voir un Eldorado, mais Modi leur décrivait la ville comme un milieu dangereux. Et c'est un milieu dangereux, surtout que, comme vous l'avez vous-même constaté, quand on est en ville, on pense qu'on est supérieur. On pense qu'on est dans le luxe. Et c'est ce luxe-là qui est en train de nous perdre. Mais notre source, c'est le village. Et vous verrez que dans l'avenir, beaucoup de gens vont avoir des endroits dans les villages où ils iront les week-ends, et ça se passe déjà dans les pays occidentaux. Même ici. Hein. Même ici, oui. C'est déjà le cas, exactement, parce qu'il y a un calme que vous n'avez pas en ville. Vous voyez les embouteillages. En tout cas, la ville détruit la ville. Bon, voilà. Je ne suis pas du tout d'accord avec votre raisonnement. Pour moi, la vie, le village, non, ça n'a rien à voir avec un boy Dakar. Je pense que c'est à Dakar que j'ai eu la chance de rencontrer ou bien d'appartenir à une famille ou de rencontrer des personnes qui me donnent une certaine éducation, des valeurs que je transporte partout où je vais en fait. C'est-à-dire qu'il faut éviter ce duo village-ville, etc. Les villages sont appelés à s'urbaniser. Les villages sont appelés à devenir des coins où les gens vont s'épanouir, les gens vont accéder à l'école, vont accéder aux hôpitaux, etc., etc. Pour moi, si je peux être d'accord avec vous dans le domaine climatique ou environnemental,
en ville, la vie est dégradée, on n'est pas dans un environnement sain, etc., etc. Mais ça aussi, c'est de notre responsabilité. Quand Aliou conduit sa voiture et jette, comme il a l'habitude de le faire, une tasse, mais c'est son habitude en fait. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas laisser dire ça. On est à la télévision. Merci beaucoup. Je ne peux pas faire ça. D'accord, il ne le fait pas, j'invente. C'est pour dire en fait qu'il faut éviter ce jugement-là. Et ça, c'est de la complexité en fait. C'est ce qui nous amène parfois, quand on arrive à certaines stations ou quand on arrive à occuper certains postes, parce qu'on a le complexe de son passé. Et ça, c'est extrêmement grave. Il faut assumer son passé, assumer sa vie. Il n'y a pas de village ou de ville qui... Pour moi, je ne vais pas éviter d'entrer dans le débat religieux parce que je ne suis pas encore oustaz comme Alioune. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'il faut aussi accepter de se pardonner, accepter d'aller de l'avant. Les êtres humains sont des êtres faillibles. C'est ça la vérité. C'est notre condition de finitude qui nous amène à faire des erreurs, à tomber parfois et à se relever. Oui, mais en fait, loin de stigmatiser la ville, en fait, si vous voyez, non, je suis en ville, je travaille en ville. Mais en fait, le complexe, c'est de dire que le village est appelé à s'urbaniser. Ça, je ne suis pas d'accord. On va être d'accord en désaccord. Vous savez, du point de vue écologique, essayez de faire des recherches, vous verrez que la ville détruit la vie. Ça, c'est moi qui vous le... C'est pas pour stigmatiser la ville. Moi, je suis en ville, je suis urbain, je suis là, donc... Est-ce que vous savez qu'une campagne peut être une ville? D'accord. Vous, je vois que vous êtes trop amoureux de la ville. Donc, je vous concède cette pensée. Il n'y a pas de problème. Je ne suis amoureux de rien, professeur. Je suis juste en train de... Je suis dans les faits, en fait. D'accord. De toute façon, on va continuer. Mais c'est vrai que dire que les villages sont amenés à s'urbaniser, c'est peut-être pas très juste parce que je veux dire que il y a des villages qui se plaisent bien dans cette. Mais est-ce que s'urbaniser, ça veut dire détruire tout ce qu'il y a d'authentique dans un village? Non, mais parfois, on aime vivre dans un village écologique. Vu Kerdiam. Je suis d'accord. Une ville peut être écologique aussi. Oui, mais c'est rare. Mais je veux dire mais ça existe. Il ne faut pas de certitude, en fait. Non, mais la certitude, c'est de dire que les villages sont appelés à s'urbaniser. Je dis que les villages ne sont pas tous appelés à s'urbaniser. C'est pas parce que c'est pas la première fois que j'entends cette réflexion. Et j'en parlais avec quelqu'un qui était chroniqueur ici il y a très longtemps. Je veux dire qu'il pense que le village, c'est-à-dire la ville, c'est un ancien village et que les villages vont devenir des villes et que voilà. Non, un village, c'est une entité à part entière et une ville, c'est une entité à part entière et qui peuvent être là tous les deux. C'est intéressant d'avoir des approches et des points de vue différents. Pour moi, c'est ça qui consolide le débat. D'ailleurs, vous avez vu Kerdiam dans le livre. Ouais. C'est l'endroit où j'aimerais vivre, moi, Kerdiam. Ouais. Maintenant, permettez-moi de rendre hommage à mes correcteurs, mes 3 correcteurs. L'un est là, c'est mon oncle Babacar Niass. Absolument. Oui, le docteur Babacar Niass. Il y a le professeur Falilou Ndiaye de l'université, Cheikh Diop, et le professeur Alioune Diané. Ce sont mes correcteurs et voilà, si vous n'avez pas vu beaucoup de fautes dans le livre, c'est principalement grâce à eux. Ils m'ont orienté, ils m'ont guidé jusqu'à ce que ce livre sorte. Donc je ne vais pas être à l'écran et les oublier. Je rends aussi hommage à la maison d'édition, les éditions Baudelaire, particulièrement pour leur professionnalisme et leur accompagnement. Voilà, c'est un bel ouvrage. Je tenais à le dire. Voilà. Mais juste avant, peut-être, professeur Diallo a un mot à dire, c'est juste par rapport à tout ce qui fait la trame de cette tragédie, en fait. Parce que lorsqu'on voit cette histoire du début à la fin, les problèmes que vous soulevez sur le plan sociétal sont multiples. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, on n'a pas le temps de tout voir. Vous avez parlé... des échecs scolaires. Oui, des viols des garçons. On n'en parle pas beaucoup. Ouais. Des viols des garçons par des dames plus âgées. Mais c'est vrai, on parle toujours des viols des filles par des... Mais vous en avez un peu parlé. Vous avez esquissé le sujet. Et aussi, par rapport à ce qu'on disait sur la religion, le fait que les gens pensent que le mariage est quelque chose de difficile à faire en islam, je pense que c'est ça parfois qui pose beaucoup de problèmes. Parce que, en général, c'est un débat peut-être qu'il faudrait soulever. Certains osent le soulever maintenant, mais ce qu'on pense être l'islam et ce qui est vraiment l'islam, parfois, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de coutumes, il y a beaucoup de traditions dans notre religion qui n'ont absolument rien à voir avec la religion, avec ce que Dieu dit dans le Coran. Parce que, après tout, ce que Dieu nous a dit, il l'a dit dans le Coran. Donc le mariage est quelque chose de très simple
en islam, très simplifié. Et il est très difficile d'aller dans l'autre. Par exemple, ce qu'il a peur de faire, la fornication, à mon avis, dans notre religion, est beaucoup plus difficile que le mariage. Le mariage peut se faire en 5 minutes ici, vite fait. Parce que tout ce qu'il faut, c'est le consentement des adultes, de lui donner la dot, et c'est fini, on a un mariage. C'est qu'il y a beaucoup de choses. Toute la tragédie de cet ouvrage, pour moi, est basée sur des croyances fausses de Modou. Parce qu'il a été éduqué comme ça. On lui a inculqué des choses qui sont complètement fausses. Il pense qu'il est difficile de faire une chose. Parce qu'il était en ville avec une fille qu'il a connue là-bas, qui était vraiment une fille de bonne famille, qu'il aurait pu épouser très facilement. Au lieu de sombrer, par exemple, dans tout ce qu'ils ont pu faire, qui a entraîné tout ce qu'on va, peut-être, on ne va pas dévoiler toute la trame, mais je veux dire que toute la tragédie de cette histoire est basée sur des croyances qui n'ont rien de religion, en fait. Oui, effectivement, Modi est victime de sa tradition, est victime de sa croyance. On peut le penser comme ça, même si on peut penser le contraire. Modi, en fait, n'oubliez pas qu'il y a eu un mariage forcé, parce qu'on l'a forcé à épouser une cousine qu'il n'avait pas choisie. Modi aimait les très belles femmes. Oui, mais sa femme était une très belle femme. Hein. Oui, mais il s'en est rendu compte le jour du mariage. Oui, mais vous connaissez l'émission Marié au premier regard? Non. C'est une émission qui passe voilà, donc, de plus en plus, les gens ils commencent à se rendre compte qu'on peut aimer une personne au premier regard. Oui, on peut connaître la personne le jour de son mariage et pourtant faire un bon mariage après. C'est pas ça le plus important. Exactement. Parce qu'il l'aimait, elle était une très belle femme, elle était même plus belle que les filles de la ville, entre guillemets. Mais le problème, c'est que... La beauté de Ami, je l'ai défendue, c'est une beauté de la peau noire. Et il a prêté allégeance à la beauté à l'état pur. C'est pour rendre hommage à la peau noire qui, pour moi, est une très belle peau. On n'a pas besoin de se dépigmenter. Parce que la dépigmentation... Comme la peau claire aussi. La dépigmentation, en fait, c'est la preuve qu'on est complexé. Absolument. Et je crois que c'est un phénomène qui fait des ravages, d'autant plus qu'à l'hôpital, il y a des malades qui souffrent Tout à fait. à cause des complications. Mais en fait, Modi, vous savez, le plus beau des amours, c'est celui qui vient de notre liberté de choisir. Même si Ami était très belle, Modi, en fait, il a été convoqué par son père en présence de sa mère, et son père lui avait fait une liste de 5 femmes. Comment on peut choisir une femme à quelqu'un en lui faisant une liste, en lui établissant une liste de 5 épouses? Oui, mais tout ça, ça peut se faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son père... Vous ne pouvez pas défendre Modi, parce que Modi est tombée amoureuse d'une fille qu'il a vue dans un bus. Ça, c'est pas tombé amoureux. C'est ce qui se passe au Sénégal. Non, c'est un dragueur. Modi, c'est quelqu'un qui fait... Voilà, c'est un gars qui fait la cour à toutes les filles qu'il voit, toutes les belles filles. Vous ne pouvez pas défendre Modi, il n'est pas défendable. Je n'ai pas lu le roman, je l'ai jeté dès la sortie de cette émission. Oui. Ce qui est intéressant, c'est en écoutant, je veux dire, toutes les thématiques qui sont abordées, je vais essayer de me frayer un chemin avec le dernier débat, par exemple, quand le professeur Seck dit que on ne peut pas choisir sur une shortlist. Sur une shortlist. C'est peut-être à cause de ça aussi que nos juges et nos tribunaux de famille sont débordés avec les divorces. Les divorces, tous les mardis. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire, selon nos cultures et notre tradition, moi je suis alpulaar par exemple, on te dit, je veux dire, et même dans ce Sénégal, qu'on soit Sérère, qu'on soit ou autre, avant on nous disait, allez chez ton oncle tel ou chez ton père tel, il y a des filles là-bas, trouve-toi une épouse là-bas. Et je ne pense pas que ces mariages soient moins heureux que les mariages de ceux qui se rencontrent aujourd'hui dans la rue. Ça, c'est l'une des choses. Et je pose la question quand même aux médecins que vous êtes, parce que vous avez décrit votre personnage principal comme quelqu'un qui vit une tragédie simplement parce qu'il est habité par ses désirs sexuels. Vous, en tant que médecin, est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité d'éduquer socialement une personne
pour arriver à bout de, je ne sais pas moi, de contenir. Parce que si j'ai bien compris, je parle encore avec les yeux de quelqu'un qui n'a pas encore lu le livre. C'est pourquoi je prends un peu de pincettes. J'ai eu l'impression que vous avez voulu enfermer votre personnage principal en le mettant en opposition entre ne pas se laisser... En fait, ne pas se laisser aller parce qu'on tient à une vie vertueuse. Ma question est de savoir, est-ce qu'en tant que médecin, il y a possibilité? Parce que je pense aussi... Ça, c'est la faculté des gens qui ont lu beaucoup de livres, des milliers de... non. Mais c'est exactement ça. Parce je le dis, parce c'est exactement en tant que médecin, ça. Je voudrais bien avoir votre regard. Et parce que ma conviction aussi, c'est que si dans nos sociétés également, on arrivait quand même à faire une éducation sexuelle de nos enfants, peut-être qu'il y a un certain nombre de problèmes que notre société est en train de vivre, peut-être qu'elle ne vivrait pas. Peut-être que Maudit ne se retrouverait pas dans cette situation. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des enfants... Je dis, quand vous avez un enfant qui est un adolescent qui commence à voir son corps se transformer, mon avis et mon point de vue est qu'il est de la responsabilité des parents de pouvoir parler avec ses enfants. De lui trouver une épouse, ce que son père a fait. Non, que ce soit une femme ou que ce soit un garçon. Parce que ne pas le faire, c'est les exposer, les laisser aller à l'aventure comme ça. Il faut les marier tôt, il n'y a pas autre chose à faire. C'est nature. Merci, professeur Diallo. On va terminer avec ça. Vous avez mis le doigt sur la vraie question, c'est la question de l'éducation sexuelle. Déjà, je vous renvoie au livre de Mariam Abba, une de ses longues lettres. Je crois que si je ne m'abuse, une des filles de Ramatoulaye. Où sa maman regrettait de ne lui avoir pas parlé de choses par rapport à la sexualité et ce qui a fait que sa fille était tombée enceinte. Bon, si ma mémoire est bonne, j'espère bien que je ne me trompe pas. Voilà. Maintenant, en médecine, tous les troubles peuvent être gérés. Et je crois que quand on a un débordement de ses envies, quand on est un humain et qu'on vit dans l'érotisme, ça c'est anormal. Maintenant, bon, sur le plan médical, on peut les aider. Je vous entends parler avec des certitudes comme ça, je me demande parfois, mais en tant que médecin, comment vous pouvez dire, comment, je ne vois pas ce que vous appelez vivre dans l'érotisme. Moi, pour moi, Maudit, c'est une personne normale. Bon, là, c'est peut-être pas le médecin qui parle, c'est l'artiste qui parle, peut-être. Ouais, je pense. Même sur le plan médical, quand on vit dans l'érotisme, on peut tomber malade. Non, mais est-ce qu'il vit dans l'érotisme? Que veut dire vivre dans l'érotisme? L'érotisme, c'est par rapport aux règles sociales. À la luxure, peut-être, vous voulez parler de la luxure? Non, parce qu'il y a des sociétés. Les sociétés sont différentes. Il y a des sociétés où on peut vivre comme on veut. Mais moi, je parle de notre société. Moi, c'est notre société que je connais. Oui. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas vivre comme je veux. Sur le plan social, je ne peux pas. Oui. Parce que si je sors de mon cadre, du cadre social, qui est censé me garantir mon honneur et ma dignité, eh bien, dans ce cas, il y aura un problème. Et si vous voyez, il y a énormément de faits divers dans nos sociétés. Donc moi, en fait, je suis un enseignant, en plus d'être médecin. Et je veux qu'on voit surtout le côté enseignant, parce que je veux aider les jeunes. C'est que si on en parle, c'est que vous avez plus insisté sur l'aspect religieux que sur l'aspect culturel, sur l'aspect tradition. Et moi, c'est ce côté religieux qu'il faut peut-être déconstruire, parce que vous avez dit beaucoup de choses qui, sur le plan religieux, vraiment, sont pas avérées comme ça. Donc le problème, c'est que c'est peut-être un autre débat, on n'aura pas le temps de le faire. Mais en tout cas, nous avons été très heureux, parce que nous sommes arrivés à la fin de cette première partie-là. Vraiment, avant de vous laisser clôturer, non, parce que le vite fait. Je ne peux pas venir à la télévision au lendemain d'une décision qui a été prise par le gouvernement du Sénégal sans en parler. Absolument. Le professeur Seck a parlé tout à l'heure de Mariam Abba. À côté de Mariam Abba, nous avons quand même deux grandes personnalités de notre pays qui ont fait et continuent de faire les belles lettres de notre pays. C'est le doyen Cheikh Hamidou Kane. Qui en Afrique n'a pas lu l'aventure ambiguë? Aminata Sow Fall, qui n'a pas lu La Grève des Bateaux, qui n'a pas lu son dernier livre sur l'Empire du mensonge, et tous les livres qu'elle a eu à faire. Et je crois avoir lu récemment que le chef de l'État, sur proposition du ministère de la Culture,
a décidé plutôt de donner le grand prix du chef d'État pour des l'ensemble lettres de leur œuvre. pour l'ensemble de leur œuvre au doyen Cheikh Hamidou Kane et à la doyenne Aminata Sow Fall. Pourquoi? Parce que voilà, deux personnalités, même si elles continueraient d'écrire, ne se mettraient jamais en compétition avec la jeune génération pour avoir ce prix. Et nous sommes dans un pays où c'est le grand prix du président de la République pour les lettres qui consacre dans la littérature. Et je pense que c'est heureux que cette décision ait été prise. Et bien évidemment, nous espérons quand même que d'autres suivront, parce qu'il y a le ministre Abdoulaye Iliman Kane, grand romancier s'il en est, mais qui n'a pas encore eu le grand prix. Et il y a bien évidemment d'autres. Et nous remercions le chef de l'État, le gouvernement, et demandons en fait à ce que le gouvernement continue à faire les efforts pour soutenir le livre, qui est bien évidemment un des maillons importants de la culture de notre pays. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau, professeur Seck, professeur Diallo. Je rappelle que votre ouvrage est publié aux éditions Baudelaire, ça s'appelle Le linceul du désir. Vraiment, nous conseillons à tout le monde de les lire pour se faire une idée, vraiment. Et nous avons été très heureux de vous recevoir, nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Une auteure, compositrice et interprète de talent présente sur la scène musicale sénégalaise depuis une quinzaine d'années. Elle nous revient actuellement avec son nouveau single intitulé Illusion. Nous accueillons ce soir Savannah Soul. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Nous allons également recevoir une entrepreneure et promotrice culturelle sénégalo-capverdienne. Elle est la fondatrice du Carnaval d'Imami, dont la 3e édition aura lieu le 19 février au Grand Théâtre. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Koumba Sakel Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Merci Laura. Bonsoir. Merci Jérémy. Bonsoir. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Oui. Nous allons commencer avec vous, Madame Ndiaye. Vous venez nous parler du Carnaval d'Imami. Donc c'est la 3e édition qui va avoir lieu le 19 février au Grand Théâtre. C'est quoi exactement le carnaval d'Imami? Parce que je pense qu'on vous appelle Mamie, donc c'est un carnaval qui porte votre nom. C'est ça. Bon, là, je peux dire que c'est Carnaval d'Imami, c'est un peu l'histoire de ma vie. Voilà. Je suis née au Sénégal, à Podor. Je ne sais pas ce que ma maman est partie faire à Podor, mais bon. Et à l'âge de 4 ans, je suis allée au Cap-Vert. Donc, j'ai grandi à Saint-Vicente, à Mindelo. C'est la capitale culturelle du Cap-Vert. C'est l'île de Césaria Evora. Voilà. Okay. Donc, depuis l'âge de 4 ans, dans mon quartier, on faisait beaucoup de manifestations pour les enfants, dont le carnaval, qui se passait tous les mois soit au mois de février. En fait, c'est le Mardi Gras. C'est les manifestations avant le carême. D'accord. Voilà. Donc, toute mon enfance et ma jeunesse, je l'ai passée au Cap-Vert, à Mindelo. Et en 2002, je suis retournée au Sénégal pour poursuivre mes études. Arrivée au Sénégal, bon, c'est vrai que je suis née là, mais c'était deux réalités tout à fait différentes et tout. Après, ma maman, elle m'a orientée à la fac de lettres parce qu'au début, je n'avais pas encore une idée de ce que j'allais faire. Presque, on m'a obligée de quitter le Cap-Vert parce que c'était trop bon. Voilà. Donc, elle m'a orientée vers la faculté de lettres. Et à ma grande surprise, quand je suis arrivée à la faculté de lettres, je suis allée au département de portugais et je suis tombée sur un grand monsieur de la culture aussi, qui s'appelle professeur José Horta, qui est là aussi, et que je voulais vraiment rendre hommage aujourd'hui, parce que ça a été vraiment un plaisir pour moi de continuer tout ce que j'avais
vécu là-bas. Et je me dis que c'était des moments de joie où, arrivé au Sénégal, je pensais que ça allait disparaître parce que c'est, comme je viens de dire, c'était deux cultures. Voilà, c'est ça. Mais je me suis retrouvée parce que dès la première année à l'université Cheikh Anta Diop, à la fac de lettres, nous avons commencé à faire aussi des carnavals. C'était les premières manifestations de carnaval arrivées ici au Sénégal. C'était avec le département de portugais. Et on m'a même octroyé une bourse de l'Instituto Camões de Portugal. Donc, les manifestations, c'était le carnaval, les jours de Portugal et tout. Donc, je me suis vraiment retrouvée. Voilà. Après, bon, j'ai quitté l'université, j'ai travaillé, j'ai continué dans mes activités. Et chaque année, je partais au Cap-Vert au mois de février. Donc, je rassemblais un peu de sous pour aller défiler au carnaval. Voilà. Donc, en 2019, c'était un peu compliqué. Là, je commençais à être maman, donc je ne pouvais pas aussi tout le temps y aller. Je me suis dit, et puis j'étais assise dans un restaurant, il y a un ami qui me dit, il était étonné, il m'a dit, mais tu ne pars pas au carnaval cette année? Je lui ai dit, bon, je ne sais pas, je pense que non. Après, il me dit, mais tu as tellement de talent, pourquoi ne pas organiser quelque chose avec les enfants? Tu as déjà l'habitude. Donc, c'était rapide. Il restait que 3 semaines. Donc, on a pu rassembler une centaine d'enfants. Nous l'avons fait au Collège Sacré-Cœur. Donc, et au début, c'était un peu fixé à la communauté capverdienne parce que, voilà. Donc, il y a eu une centaine d'enfants. Après, les parents m'ont dit, mais c'est très bien parce qu'on n'a pas vraiment des manifestations comme ça pour les enfants et tout. 2020, bon, je me suis dit, je vais encore... voilà, donc 2020, j'ai choisi le Grand Théâtre. Et à ma grande surprise, j'ai eu 500 enfants pour la 2e édition. Et c'était vraiment avec mes propres moyens et l'aide des parents et tous ceux qui ont vraiment aimé voir leurs enfants dans cette joie. Et bien, 2021-2022, après avec Covid, nous avons arrêté. Et cette année, vous voulez avoir 2000 enfants quand même, c'est pas rien. C'est ça, c'est ça. Parce qu'on dit qu'il faut joindre l'utile à l'agréable. Mais moi, je me dis qu'il est temps de joindre aussi l'agréable à l'utile. Pourquoi? Parce que je veux aujourd'hui que ce carnaval devienne une manifestation culturelle, mais éducative. Absolument. C'est pourquoi cette année, nous avons choisi de représenter la civilisation sénégalaise. Et pourquoi? Parce que je suis sénégalaise. Et de tout temps, ma maman, elle me parle de l'histoire du Sénégal, mais moi, je ne l'écoute pas. Je lui dis, maman, tu parles trop et tout. Mais je me suis dit que vraiment... Parce qu'on vous a vraiment choisi un nom, un nom vraiment typiquement sénégalais. Vous avez un nom et un prénom typiquement sénégalais. Koumba Ndiaye, ça, c'est vraiment... C'est ça. Donc, c'est un peu comme Alioune Ndiaye chez les hommes, quoi. Ouais. C'est le Sénégalais de base. C'est un peu ça l'histoire du carnaval du Mami. Absolument. Je vais passer la parole à Laura, qui est spécialiste aussi, je pense, des carnavals. Absolument. Mais bonsoir, Madame Ndiaye. Merci d'être avec nous et de partager aussi cet événement qui promet d'apporter aussi beaucoup de joie à beaucoup d'enfants. Et d'ailleurs, je vous félicite pour le fait que vous ayez décidé aussi d'inviter autant d'enfants aussi qui viennent des autres régions et pas forcément seulement concentrés sur ceux qui viennent de Dakar, parce que c'est important aussi de pouvoir inviter tout le monde et que tout le monde puisse être inclus, même quand c'est pas forcément simple. Vous mettez les moyens pour que vraiment ce soit une manifestation qui soit ouverte à tous les enfants du pays. Donc je pense que c'est une bonne chose et évidemment j'ai une sensibilité avec ça parce que quand vous parlez du carnaval, vous parlez de Mindelo, moi aussi je viens de Mindelo. Ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que Mindelo, comme vous l'avez dit, c'est la capitale culturelle et surtout le carnaval, c'est vraiment la manifestation culturelle la plus importante dans le calendrier en fait de l'année pour le pays, en tout cas pour le Cap-Vert. Et je trouve que c'est intéressant, étant donné qu'il y a une forte communauté capverdienne ici à Dakar et au Sénégal. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière avec M. Desreis. C'est intéressant de pouvoir apporter aussi quelque chose
qui vient de notre pays d'origine, et puis avec ce métissage-là que vous avez, on partage le même Sénégal-Cap-Vert, et finalement de voir que au départ, comme vous l'avez dit, c'était surtout ouvert aux enfants de la communauté capverdienne parce que c'était les premiers qui étaient là, qui s'y intéressent. Et puis finalement, aujourd'hui, vous parlez de 2000 enfants, je pense que c'est vraiment à saluer. Et justement, j'allais vous parler de la portée éducative que vous voulez apporter à cet événement-là, parce que c'est pas seulement la fête, c'est aussi la fête de la culture. Et donc avec la culture, il y a aussi l'apprentissage. Comme là, on a un public qui est jeune. C'est très intéressant de se dire que on veut leur apprendre aussi des choses à travers ça. Et c'est le cas du carnaval d'ailleurs qui existe à la base. Hein. C'est plein de cultures qui sont représentées. Il y a une histoire derrière par rapport à l'esclavage, etc. Et je pense que tout ça, c'est au-delà seulement de la fête. Donc justement, ma question, c'était, puisque vous parliez du thème de la civilisation sénégalaise et de l'œuvre de Cheikh Anta Diop que vous voulez en fait peut-être vulgariser pour les enfants. Je voulais savoir en fait comment vous y êtes pris pour pouvoir rendre ces savoirs-là accessibles à cette jeunesse-là parce que là on parle d'enfants donc qui sont vraiment très jeunes. De quelle manière de qui vous vous êtes accompagné par exemple pour élaborer ce programme-là et pouvoir transmettre aux enfants justement l'héritage de la civilisation sénégalaise. Merci Laura. Voilà, donc pour parler un peu de l'histoire de la civilisation sénégalaise, bon, je me suis, comme je vous ai dit, ma maman, elle me parle tout le temps, mais je me suis jamais arrêtée pour vraiment l'écouter. Mais cette fois-ci, je me suis dit, bon, maman, viens. Là, il faut vraiment que, donc, c'est ma mère vraiment qui m'a donné tous les éléments. C'est avec ces éléments-là qu'on va vraiment mettre en place et mettre sur scène toute l'histoire de la civilisation. Et dans les répétitions, parce que nous avons démarré les répétitions, ça fait 2 semaines, donc ma maman, elle explique aux enfants et puis elle pose des questions. C'était qui les premiers hommes, les hommes de caverne et tout ça. Voilà. Donc, pour la parade, c'est-à-dire on va commencer d'abord avec l'Égypte, parce que c'est les premiers civilisations, les premières civilisations, voilà. Et on compte faire des chars, donc avec les pyramides et tout ça, les pharaons. Donc les enfants vont s'habiller en pharaon et tout ça. Et ensuite, on va aller au Fouta Toro, c'est ça? Avec les Alburinjai. Les Almami. Voilà. Et moi, personnellement, je voulais même faire un char avec le fort de Podor, parce que je suis née à Podor, donc on compte faire venir quelques enfants de Podor. Et pour cette édition aussi, j'ai fait appel à l'association des professeurs de portugais au Sénégal, dont la directrice c'est Madame Fatim. Et donc dans toutes les régions, il y a déjà les enfants qui sont en train de répéter. Voilà. Donc pour vraiment faire une belle manifestation. Et comme ce n'est pas dans la culture sénégalaise, je veux vraiment que ça soit quelque chose que demain, le Sénégal va y gagner aussi. Non seulement dans le plan éducatif pour les enfants, mais aussi pour le tourisme. Absolument. Parce que c'est une manifestation qui va vraiment, toutes les régions vont se dire, mes enfants sont partis à Dakar pour participer au carnaval d'Imami. Il y a même des enfants qui vont venir du Mali. Nous avons invité des enfants du Mali pour cette édition. Et voilà, c'est un peu ça. Bonsoir. Bonsoir, Tierno. Félicitations pour ce carnaval. Moi, je pense que le Cap-Vert et le Sénégal, c'est vraiment le même peuple. On partage beaucoup de valeurs, on partage un cheminement commun. Et j'en profite, je ne sais pas s'il nous regarde, pour faire mes hommages au président Pedro Pires, qui est un ami à moi. Et donc, je pense que c'est important d'avoir ce genre d'activité, surtout avec les jeunes. Ça leur permet de comprendre un peu leur tradition, d'être ancrés dans leurs valeurs. Et surtout, lorsque vous parlez de cet homme, cet immense homme, Cheikh Anta Diop, je pense que c'est important, très jeune, qu'aujourd'hui, que ces garçons et ces jeunes femmes, ces jeunes garçons comprennent que l'histoire n'est pas née ailleurs qu'en Afrique.
Et donc, que vous le matérialisez de cette manière à travers un carnaval, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut continuer à le faire parce que si nous voulons vraiment atteindre les objectifs que nous nous fixons, en tout cas en termes de citoyenneté active dans ce pays, il faudrait que ces jeunes hommes et femmes soient éduqués, formatés, formés, accompagnés et encadrés dans ce sens. Alors moi ma question, c'est par rapport à l'accompagnement et au partenariat avec l'État, par exemple, ou au ministère de la Culture. Si vous avez dit que c'est 2000 jeunes, donc ce ne sera pas facile à gérer, il y a des questions de sécurité, il y a des questions d'accompagnement, c'est-à-dire il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Comment ça va se faire concrètement? Voilà, par rapport à ça, nous avons l'accompagnement pour le moment du Grand Théâtre. Le ministère de la Culture aussi a fait un geste et je compte encore qu'ils vont me rappeler parce que les enfants ne payent pas. Depuis 2019, c'est moi qui habille les enfants. Super. Donc, à la première édition, les enfants n'ont pas payé. Après, leur tenue leur revient. Il y en a même qui portent leur tenue au Mardi Gras. Pour les 500 enfants, pareil, avec l'aide des parents, de quelques institutions et tout ça. Pour cette année, pour la 3e édition, j'avais prévu pour le 19 février, pardon. Mais je suis obligée à le rapporter pour le mois d'avril. C'est justement à cause de ça. Les sponsors sont en train de réagir petit à petit. Super. Et je veux pas vraiment que les enfants payent leur... Je veux que ça soit l'organisation à payer tous les frais. Donc, pour les enfants qui vont venir de toutes les régions, il y aura les tenues, il y aura le déplacement. Je compte aussi avec l'aide vraiment de quelques institutions, là où ils pourront être logés, avec la sécurité. Tout, et je sais que vraiment, comme il s'agit d'un événement très important, surtout pour le bonheur des enfants, je pense que vraiment les gens vont m'accompagner. En tout cas, nous vous encourageons vraiment pour votre initiative. C'est vraiment quelque chose de très intéressant, comme vous dites, pour les enfants et pour le brassage culturel. Je ne sais pas, un petit mot par rapport à ça, Savannah, juste avant de parler de vous. Oui, bonsoir. Donc, très heureuse aussi de partager ce plateau avec vous. Moi, je salue vraiment cette initiative parce que c'est une très belle chose, surtout quand elle a commencé à parler de l'Égypte. L'histoire de l'Égypte, franchement, je pense que c'est à encourager. Voilà. Absolument. Donc vous venez nous présenter votre nouveau single. Je pense que ça fait assez longtemps que vous n'avez pas sorti de single. Oui, on peut dire, mais j'étais dans le monde de la variété, quoi. J'étais basée sur Saly, donc je fais les hôtels, les restaurants, donc j'étais pas sortie de façon exponentielle, quoi. Sortir un album, sortir des singles, donc je m'étais... Vous êtes plus dans le live, quoi. Dans le live, voilà, quoi. Parce qu'avant, j'étais dans le milieu du rap. Et en 2006, j'ai décidé de faire ma carrière, entrer dans le monde du live. Voilà. Et actuellement, ça se passe comment au niveau parce que vous êtes basé à Hambourg maintenant? Oui, pas tout à fait. Bon, les artistes bougent. On bouge beaucoup. Voilà, on bouge beaucoup. Mais je travaille plus à Saly qu'à Dakar. À Dakar. Voilà, parce que j'ai beaucoup de contrats là-bas. Absolument. Et donc, vous nous amenez aujourd'hui votre single qui s'appelle Illusion. Oui. Comment ça s'est passé un peu, vraiment, la création de ce morceau? Oui, parce que quand on écoute Illusion, on sent un brassage culturel, parce qu'il y a de la rumba et aussi de l'afrobeat. Donc, Illusion, ça parle d'une femme qui est passée d'un état amoureux à un état rebelle, gangsta, quoi. À cause des hommes. Oui, à cause de son homme, oui. Ouais. Parce qu'elle s'est investie corps et âme dans cette relation. Nous sommes toujours fautifs, quoi. Voilà. Elle s'est investie corps et âme et cette relation était vouée à l'échec depuis le début. Donc, parce qu'elle était en face... Elle était dans le déni comme toutes les femmes, quoi. Dissonance cognitive. Oui, parce qu'elle était en face d'un homme qui souffrait d'une infidélité, franchement... Comme chronique. Tous les hommes, ouais, tous les hommes sont polygames.
Ce qu'on appelle infidélité ailleurs, nous on appelle ça polygamie chez nous. Ah, ok. Ça concerne que lui, hein, c'est son avis. En tout cas, peut-être pour avoir une idée de ce clip, de ce dont vous parlez, nous allons passer ce morceau avec Khadid Express. Juliet tundu ñu no fly def nga ma gangster def nga ma gangster Budi mbëggeel la love yi my love yi Romeo tundu ak Juliet tundu ñu no fly def nga ma gangster def nga ma gangster jox naa la sama xol nga dëkk di ko foowe wan naa la fi ma tollu teewul doo ma lijjanti hey babe yaa ma fi waxoon wataloon ma fi fidélité gis naa ni fas yéene wu dawal yërmande lu dul topp sa nafsu bakken bu di mbëggeel la love yi mooy love yi Romeo tundu ak Juliet tundu ñu love lie def nga ma gangster def nga ma gangster bu di mbëggeel la love yi mooy love yi Romeo tundu ak Juliet tundu ñu love lie def nga ma gangster def nga ma gangster munoon nañ def 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 bay suma xol bi yaa ko moom xale bi suma xol bi yaay borom munoon nañ def 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 suma xol bi yaa ko moom xale bi suma xol bi yaay borom yebi sanga sukki mu te mën a yóbba salango nari banga bagel moo tax ma gumba tëf lu yaay baby ximaleku na ippi na xool na ba xool waay demal ma dem fi mbëggeel dafi jeex tàkk demal ma dem fi xol bi bëgg dafi jeex tàkk demal ma dem fi mbëggeel dafi jeex tàkk demal ma dem fi xol bi bëgg dafi jeex tàkk demal ma dem fi mbëggeel dafi jeex tàkk demal ma dem fi xol bi bëgg dafi jeex tàkk demal ma dem fi mbëggeel dafi jeex tàkk demal ma dem fi xol bi bëgg dafi jeex tàkk la love yi mooy love yi Romeo tundu ak Juliet tundu ñu love lie def nga ma gangster def nga ma gangster bu di mbëggeel la love yi mooy love yi Romeo tundu ak Juliet tundu ñu love lie def nga ma gangster def nga ma gangster munoon nañ def 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 bay suma xol bi yaa ko moom xale bi Très joli clip, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laura. Bonsoir, oui, effectivement, Bonsoir. c'est un très joli clip et la chanson elle reste dans la tête, je pense. Vous avez trouvé le bon refrain. Parce que déjà, j'étais à deux doigts de chanter, mais bon, je me suis dit, je vais rester tranquille. Mais, en tout cas, félicitations et j'ai beaucoup aimé la direction artistique aussi que vous avez choisie. Je voulais vous demander un petit peu peut-être où est-ce que ça a été tourné, si vous pouvez nous donner un peu des détails sur les choix qui ont été faits. Et, parce que j'ai beaucoup aimé aussi le choix des tenues. Et aussi, mon autre question, c'était qu'est-ce que ça nous fait du coup d'être de retour avec cette chanson-là? Oui, quand on parle de Savannah Soul, Savannah Soul, ça veut dire l'âme de la savane. Donc ça touche aussi à tout ce qui est africain. Donc tout ce qui est âme, ça veut dire c'est tout ce qui vit, quoi. Donc je touche à ça. Donc pour les lieux, là c'est je peux dire le nom du restaurant sans problème. C'est le Petit Zinc. Et il y a aussi la plage sur Sali, près du Rolls. Et franchement... Et c'est là-bas que vous produisez en vrai? Oui, le Petit Zinc.
surtout le Petit Zinc, parce que ça fait des années que j'ai des contrats là-bas, depuis presque 2013. Ouais. Chaque année, je joue là-bas, dans les grands hôtels aussi. Voilà. Bravo. Et qu'est-ce que ça vous fait alors d'être de retour avec cette chanson-là? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de reprendre aussi la carrière. Parce que là, je suis accompagnée de mon groupe Savannah Band, composé de Congolais. De Congolais, rumba, hein. voilà. Je suis la seule Sénégalaise et peut-être le percussionniste. D'accord. Voilà. Bravo. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Merci. C'est un très beau clip. Merci beaucoup. C'est comme elle disait, ça reste. J'aime bien la diversité musicale, tous les instruments qui ont été utilisés. Ça montre que c'est beaucoup d'expérience. Effectivement. Oh, vous aviez disparu de la scène musicale. J'apparais, je disparais. Voilà, c'est une fulgurance, une voix qui est sortie d'ailleurs, qui venait, qui apportait du neuf. Et tout à coup, on ne vous voit plus, je ne sais pas. Retraité à Saly, caché, pourquoi? Non, je n'étais pas cachée. Au fait, je voulais avoir un peu d'expérience du live. Ok. Voilà quoi, parce que c'est pas facile. J'aime pas être un artiste de studio. J'aimerais pas me limiter à ça quoi. Donc j'ai voulu expérimenter le live. Donc j'ai trouvé que Saly c'était le bon endroit pour pouvoir le faire, parce que là il y a la variété, il y a la diversité musicale. On peut faire du soul, jazz, blues, zouk, voilà quoi. C'est un mélange. Donc ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses aussi dans le côté musical et voilà. Pourquoi vous avez quitté l'univers hip-hop? Quelle est la raison? Vous allez y retourner? Non, moi je fais de la world music, je ne m'arrête pas. Donc si je fais de la variété, je suis open. Donc je cherchais seulement à élargir les horizons, c'est tout. Si vous allez jouer à Dakar, parce que moi je veux venir vous voir. Bon, récemment, on a fait des festivals. Le FestFam, j'étais là-bas. C'était le 25 décembre. Mais il y aura d'autres festivités qui vont venir après. Tenez-moi au courant personnellement. D'accord, sans souci. C'était ma dernière question par rapport à votre agenda. Mais comme vous dites, on va attendre les dates peut-être. Voilà. Absolument. En tout cas, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. C'est partagé, nous souhaitons une bonne continuation. Aussi très heureux de vous avoir accueilli, Madame Kumbasa Kendiaye. Vraiment tous nos encouragements pour votre festival. Remercie également mes co-présentateurs, Laura Fortes, Thierno Souleymane Diopnian. Remercie tous les techniciens de la RTS et tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches soirs. À dimanche prochain, Inch'Allah.